J'aurais pu mourir pour elle, ça c'est une réalité. Le prophète prétend entrer en contact télépathique avec les extraterrestres. Et il a une mission sur Terre, sauver l'humanité et faire venir nos créateurs, les Elohim. Ces êtres, les messagers, vont revenir sur Terre car ils sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Jésus était le fils d'un de ces extraterrestres. Il a été loin. Inconsciemment, je dis vas-y, fais parce que plus jamais tu le feras. Bonjour Lydia. Bonjour Edouard. Lydia, tu es embarquée dans la secte raélienne à l'âge de 4 ans déjà, par ta maman qui était déjà adepte. Juste pour poser le contexte, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette secte raélienne? Alors, le mouvement raélien, c'est un mouvement qui croit aux extraterrestres, c'est-à-dire qui pense que Raël est le dernier des prophètes, le frère de Jésus, le frère de Mahomet, et qu'il est à moitié humain et à moitié extraterrestre, donc le fils direct de Dieu. Le but de ce mouvement, c'est de créer une ambassade pour recevoir les extraterrestres, les Elohim, qui sont nos créateurs, en paix. Les Elohim, que certaines Bibles ont mal traduites en traduisant ce mot par Dieu, alors qu'il veut dire en réalité ceux qui sont venus du ciel. Et le gourou de cette secte, justement, c'est Raël lui-même, qui avant était pilote automobile, puis reconverti en chanteur, et qui finalement se présente comme le dernier des prophètes. Tout à fait. Il a eu un jour des extraterrestres qui l'ont rejoint sur la Terre et qui l'ont emmené sur leur planète. Et il a soupé avec tous ses frères, ses demi-frères, les prophètes. Et il a une mission sur Terre, sauver l'humanité et faire venir nos créateurs, les Elohim, dans cette fameuse ambassade. À quoi ressemble ta vie quand tu grandis finalement dans une secte? À quoi ressemble le quotidien? Alors le quotidien, dans le mouvement raélien, c'est pas comme dans une secte où tout est fermé en fait. Dans le sens où on a une vie tout à fait normale. Tu vois, là tu es journaliste, tu es avec moi, mais tu pourrais être raélien et avoir une vie tout à fait normale, un métier, du sport, aller faire tes courses. Et ponctuellement dans l'année, tu as des stages raéliens, des week-ends raéliens, des conférences raéliennes. C'est ponctuel dans l'année. Après, il y a le vivre au quotidien, avec tout ce que Raël suggère. Parce qu'il n'oblige jamais rien, il suggère avoir un bon état d'esprit, ne pas être dans le jugement, prendre soin de son corps, des choses qui fondamentalement sont bonnes en vérité, tu vois, et c'est là où le piège est là. Et l'endoctrinement arrive à quel moment? Est-ce qu'il y a des rituels, des prêches que Raël faisait lui-même? Le seul rituel, c'est la transmission du plan cellulaire, c'est l'acte qui te permet de reconnaître les Elohim, qui prouve que tu es raélien. Comme un baptême finalement. Exactement, c'est le baptême raélien. Après, il n'y a pas de rituel. Moi, je pense que s'il y avait eu des rituels, je serais partie plus tôt. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que là, vraiment, il n'y a pas de... On ne t'oblige jamais à rien du tout. Et tu es libre de partir quand tu veux. Mais il y a une forme de culpabilité quand même qui se met en place quand tu ne participes pas à la vie du groupe. Mais complètement. Moi j'étais ma pire juge et ma pire ennemie. Parce que dès que je trouvais quelque chose n'allait pas, je m'autoflagellais et je me disais, mais tu te prends pour qui? Tu es en présence de tes frères et sœurs raéliens, vous allez sauver l'humanité, le dernier des prophètes est là. Ne te permets pas de penser ça. C'est quoi tes premiers souvenirs d'enfance dans la secte? Alors, mes premiers souvenirs d'enfance, ils sont plutôt bons jusqu'à 9-10 ans. Ils sont plutôt très jolis parce que c'est dans un super camping avec les copains. Certes, tout le monde est tout nu, mais à l'époque, je ne me rends pas compte que c'est pas ouf, tu vois. Mais je pars en vacances avec mes potes, quoi. Et justement, dans ton livre, Lydia, tu parles de la sexualité, en tout cas de la présence de la sexualité dans cette secte. À 13 ans, tu dis qu'il y a un des responsables de la secte qui te viole et qui te dit qu'il te préparait pour Raël lui-même. Alors, à 13 ans, je fais ces stages-là et Raël n'était pas présent cette année-là. Et je mangeais régulièrement avec 2 guides qui étaient haut placés et bras droit de Raël. Donc ils le remplaçaient quand il n'était pas là, notamment pour les cours. Et il se passe un jour où on mange ensemble à midi et puis on va à la sieste. Donc là, il m'incite à faire des choses. Au début, je suis un peu réticente, sauf qu'il le sent et il me dit, tu vois, comme ça, tu pourras faire du bien au prophète, je vais t'apprendre comment me faire des flexions, faire de cette manière, tout ça. Ok, je ne peux pas dire non. Pour le commun des mortels, on peut dire non. Je vous assure que dans ma tête, je ne pouvais pas dire non. Après, est-ce que cette personne s'est servie de sa position proche de Raël pour me faire ça? Ou est-ce que c'est Raël qui lui a demandé? Ça, je ne peux pas le garantir. Ce serait mentir que d'être sûr. Mais voilà, ça a commencé par une première sieste et ça a duré 15 jours. Mais sur le coup, quand il te le demande, tu n'es pas consentante? Alors non, je ne peux pas dire ça. Je ne fais pas ça avec envie, mais
ta je fais mon conscience, rôle. l'endoctrinement Ouais, fait voilà. qu'en fait ta conscience t'interdit finalement de C'est ça, refuser. de moi-même, je me l'interdis et quelque part, je me dis, bah, c'est mon rôle. Je vais faire du bien au prophète et cette personne m'a choisi pour m'apprendre à faire du bien. L'intérêt qu'on me donne est merveilleux. Parce qu'il faut bien comprendre, et c'est là où ça peut paraître un peu compliqué, la sexualité fait partie de ma vie depuis que je suis née. Pour moi, c'est normal. C'est vraiment... Et c'est là où ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est comme, depuis que tu es tout petit, tu vas faire tes courses. Ouais, Ok, moi, depuis que je suis toute petite, je vois des gens faire l'amour. Donc moi, ça ne me choque pas. ouais. Tu vois? Donc, c'était normal qu'on me le demande. Ça ne m'a pas choquée, je n'étais pas emballée, mais c'était dans la continuité de ce que je pouvais vivre au quotidien. Et comment ça impacte ta vie? Parce que finalement, tu as une vie normale à côté, tu vas à l'école, tu as des amis. Quand la sexualité est aussi présente dans ta vie alors que tu n'as que 13 ans. Ah bien sûr que si, il y a des impacts parce que je ne vivais que dans la séduction. J'étais quelqu'un qui séduisait les gamins au collège, hein, qui était déjà vu comme la vie de la secte, donc c'était pas évident, et qui était surtout vu comme une fille facile, parce que je faisais des choses à mes camarades de classe au collège qui n'étaient je souris, mais c'est parce que je suis très mal à l'aise, qui étaient absolument pas normales, et au moment de le faire, c'était ma manière à moi d'exister. C'était dans la continuité de ma normalité. Et quand les gens me jugeaient, me critiquaient, je disais « Oh, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parce que toute ma vie, on m'a dit « Oh, les pauvres, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent ». Et finalement, ce que ce responsable de la secte te dit arrive, parce que quelques années plus tard, c'est Raël lui-même qui se rapproche de toi et qui, à son tour, va lui aussi te violer. Comment ça se passe? Raël a attendu que j'avais 18 ans. Et il me dit, je te verrai bien avec une plume rose, cordon doré autour de ton cou. C'est-à-dire que je peux faire partie de cet ordre des anges. Plume rose, je ne peux avoir des relations sexuelles qu'avec lui et les Elohim quand ils viendront sur la terre. Et cordon doré, je peux être à son service. Pour faire très simple. C'est des statuts, finalement. Ce sont des statuts. Voilà, c'est des galons. Oui. Voilà, des galons. Et à 18 ans, je le vois. Et il me propose de monter dans sa suite. Dans sa suite où il y a 2 chambres. Une très belle suite, très très belle suite. Sa femme, sa compagne de l'époque officielle, va dans la chambre de gauche et moi je vais dans la chambre de droite. Il m'invite à aller dans la chambre de droite et là, là, je sais pourquoi je suis là. Hein. Donc il me demande de me déshabiller. Je ne suis pas très à l'aise. Pas très à l'aise en vérité. Malgré que je sois ouverte à la sexualité, je suis assez pudique. Ouais. Donc voilà. Et là, ça commence, je te remercie, tu vas me faire du bien, donc tu vas faire du bien aux Elohim, donc tu aides à sauver l'humanité. Et là, en fait, tu réfléchis pas. Il m'allonge sur le lit et je pense que ça a été à ma manière à moi de survivre. Je me suis dissociée tout de suite. Mon cerveau était loin, mon corps était là. Et là, il a fait ses affaires. Et il a été pas très gentil. Il a été loin. C'est-à-dire qu'il a pris une fourchette et qu'il me l'a mis dans le vagin. Pour tester ma... Pardon. Pour tester... Ouais, ça va, t'inquiète. C'était pour tester ma... Je perds le mot, pardon. Ma fidélité, mon engagement vis-à-vis de lui. Et voilà. Et je me suis rhabillée et on est redescendu voir les autres Raéliens. Et tu te sens comment? J'ai pas mal parce que mon cerveau n'est pas là. Mon corps est inerte en fait. Donc je me sens douloureuse après, mais sur le moment ça va. Et je me sens, je sais tout de suite qu'il ne faut pas que je le dise parce que c'est dans l'intimité. Et je me sens, j'ai passé l'épreuve. Tu le voyais comme une épreuve finalement? Ouais, j'ai passé le test. C'est bon, j'ai passé le test, il sait que je peux mourir pour lui, quoi. Parce que j'aurais pu mourir pour elle, ça c'est une réalité. J'aurais vraiment pu mourir pour lui. Là, là je lui ai prouvé qu'il pouvait avoir confiance en moi, que j'étais vraiment... Donc à la fois, c'était hyper violent, et à la fois, j'avais accompli le truc qui prouvait ma bonne foi et jusqu'où je pouvais aller pour lui. Et comment tu le conscientises, tout ça? Comment tu le gères finalement? En fait, je le gère pas. Je l'ai géré 25 ans après. Sur le moment, je ne le gère pas. Parce que c'est là où, si je reparle de prison dans le cerveau, je ne m'autorise pas à le gérer. Parce que comment je peux aller me plaindre à un Raélien de ce qu'il m'a fait?
déjà, il ne va pas me croire, premièrement, parce que Raël parle que de non-violence perpétuellement. Donc pour les Raéliens, c'est impossible. C'est contradictoire finalement. C'est complètement même, contradictoire, mais bien sûr, mais tout est contradictoire avec Raël en fait. Donc je ne peux pas en parler. Je me suis engagée à ne pas dire ce qui se passait dans l'intimité. Et comment je peux me plaindre du dernier des prophètes? Tu t'es engagée. Comment? Je me suis engagée par le biais d'un contrat que Raël m'a proposé, parce que c'est lui qui m'a proposé d'être plume rose cordon doré. Tu signes un contrat J'ai signé un contrat et je fais une lettre de motivation, comme un travail. pour être à son service. Pour être à son service. J'explique pourquoi je veux être à son service. J'explique pourquoi, dans cette lettre de motivation, je veux me donner qu'à lui et aux Elohim. Donc finalement, tu dois être tout le temps disponible pour Raël. Disponible pour lui. C'est-à-dire que, en fait, tu penses que tu es libre, mais tu n'es pas libre. Ce qui est assez contraire au message, finalement, qui d'endoctrinement de votre liberté personnelle. Ben oui, mais lui, il va dire que non. Les Raéliens vont dire que non, puisque j'étais capable de partir quand je voulais. Mais tu ne le fais pas forcément. Mais non, tu le fais pas. Tu le fais pas parce que quand on est comme moi, élevé toute sa vie là-dedans, la prison, elle était en moi. Elle n'était pas dans une pièce avec des barreaux. Elle était dans ma tête. C'est un peu dur. Je comprends. Mais Ça va? ça va, ouais, ça va. Ça va. J'essaye de voir toujours le sourire, moi. Ouais. Mais ça va. On va continuer, t'es sûr? Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. Je peux boire? Bien sûr. Bien Merci, sûr. désolée. Vas-y. Hein? On y va. C'est bon? Non, moi ça va. C'est cool, parfait. Ça va. Alors, finalement, tu te sentais privilégiée d'être au service de Raël? Ah ben, c'était un honneur. C'était un honneur d'être sa servante. C'est fou de dire ça quand même. Des fois, excuse-moi, hein, mais des fois quand je parle, c'est ma vie, je m'écoute, mais je prends des claques dans ce que, je sais pas, tu sais, une espèce de prise de conscience. Et ta maman, elle était toujours dans la secte? Elle y est toujours. Tu lui parles de ces choses-là quand ça t'arrive? Pas du tout, jamais, parce que déjà, elle était tellement heureuse de la position que j'avais, et elle m'a jamais autant, elle s'est jamais autant intéressée à moi en fait, elle n'a jamais été autant douce avec moi. Comment tu intériorises tout ça? Comment tu le gères? Je pense que sur le moment, je suis complètement déconnectée de votre réalité. Ouais. Vraiment, dans mon cerveau, c'est que le mouvement. Et quand je suis en dehors du mouvement, je suis même un peu arrogante, tu vois. Parce que j'ai la vérité. Et comme c'est ma vérité, je gère bien. Et je répète, je ne m'autorise pas à dire du mal. Je ne m'autorise même pas à le penser. C'est qu'après, une fois que j'ai eu ce déclic, je suis partie. C'est là, c'est encore plus dur que quand j'y étais. C'est maintenant que c'est dur. Même si ça fait des années que je suis partie, c'est maintenant que c'est dur. Que c'est vraiment plus dur que quand j'y étais. Quand j'y étais, c'était ma vie. À quel moment le déclic arrive? Alors, ça fait déjà plusieurs années que je suis proche de lui. Ouais. Et proche de lui, de Raël. De Raël, pardon. Ouais. Oui, et je suis proche de Raël au quotidien. Et il se passe une journée où il y a 2 réunions d'anges. La première était pour les cordons dorés, parce qu'ils distinguent bien les cordons dorés des autres femmes qui ne sont pas cordons dorés. Et je fais cette réunion. La deuxième, j'y vais pas, parce que j'y vais pas. Bref. Et le soir, on va au restaurant. Donc que des anges, que des belles nanas, cordons dorés. Hein. Rien qu'en rentrant dans le restaurant, tu aurais vu les gens nous regarder. On était des stars, hein. C'était que des belles nanas. Et là, il me dit, bon, bah toi, t'es puni. T'es pas venu à la deuxième réunion. Très gentiment, il me dit, mais en gros, tu te prends pour qui? C'est toi qui en as le plus besoin. Okay. Et il me met à l'extrémité de la table, alors que normalement, je mangeais avec lui, à côté de lui. Oui. Et... ok, je suis très honteuse, je suis vraiment pas bien, tu vois. J'ai déçu le prophète. Donc je me culpabilise beaucoup, je me remets en question. Et là, il y a une serveuse qui arrive, j'aimerais bien d'ailleurs un jour la retrouver, mais je pense pas, qui arrive et qui nous regarde d'un air de dire, les pauvres nanas, quoi. Un peu de moquerie, un peu de pitié. Et j'ai vu son regard et tout ce qui se passait autour de moi avait une autre vision. Je sais pas, une espèce de prise de conscience, un truc, je peux pas l'expliquer, tu vois. Et là, physiquement, je suis pas bien, je me lève, je vais vomir, je reviens. Il s'en rend vite compte, il me dit, viens t'asseoir à côté de moi.
Et là, je sais que c'est la dernière fois. Je sais qu'après, ce qui va se passer je sais qu'après, il va vouloir passer un moment avec moi, je le sais. Et je sais que ce sera la dernière fois. Et ça se passe quand même? Vous voyez Oui, après? ça se passe. On finit le repas au restaurant, je m'installe à côté de lui dans la voiture. On rentre, il me raccompagne là où je dormais. Et il se passe le dernier moment avec lui. Et là, bah, comme la première fois. Ah, Oh, mais je crois que là, il s'est encore plus lâché. c'est-à-dire? C'est-à-dire que bah, j'étais sur ce lit-là. Et sauf que là, ce soir-là, je me suis dissociée, mais à moitié, tu vois. Parce que là, tu avais quand même conscience. Ouais, là, à ce j'avais moment-là. plus conscience. Et donc, du coup, là, j'ai eu mal parce il m'a vraiment fait saigner. Et ouais, là, ça a été plus concret, mais je ne l'ai pas lâché des yeux parce que je voulais pas. En me disant, vas-y, non, mais inconsciemment, je dis, vas-y, fais parce que plus jamais tu le feras. Il se lève, il me fait comprendre que je l'oublierai jamais. Il te le dit? Il me le dit, mais Avec ces mots? avec ces mots, je t'ai marqué, tu m'oublieras jamais. Il a raison. Et après, juste, il repart et puis il met sa tête comme ça, puis il me dit, mais qu'est-ce que je te trouve belle. Et j'étais ensanglantée Sur le lit, ensanglanté. sur le lit. Puis après, je vais me doucher et pendant des heures et des heures. Tu te sens comment après? Sale. Tu te sens sale, tu te dis, mais je suis une chose, je suis un objet. Tu prends des claques, tu te rends compte qu'il y a des flashbacks qui te reviennent de ce que tu as pu vivre. Et là, tu te dis, ça va être dur, mais l'enfer commence en fait. Parce que tant que tu n'es pas consciente, tu n'es pas consciente. Mais quand tu prends conscience, l'enfer commence. Et là, c'est ma deuxième vie qui commence. Le lendemain, je fais tout pour pas croiser des Raéliens parce que jamais ils m'auraient retenu. Parce que tu es libre. Mais moi, si je croise un Raélien, je pars pas en fait. Je reste avec eux parce que c'est plus facile, j'ai tous les codes. Et j'appelle quelqu'un que je connais en dehors du mouvement parce que dans mon téléphone, il y avait très peu de non-Raéliens finalement. Et puis il est venu me chercher. Et je m'en vais. Et l'enfer commence. Parce que c'est pire, parce que maintenant tu conscientises tout ce qui s'est passé pendant 21 ans. Exactement. Ouais, 21 ans, déjà je conscientise et surtout que je me sens en décalage perpétuel avec la société. Mais même aujourd'hui, je me sens en décalage, tu vois. C'est, je trouve pas trop ma place encore. Tu vois, je suis tout le temps en train de douter. Alors pourtant, je suis joyeuse, je suis rigolote, j'adore la vie et je pense que la vie est belle malgré tout, mais c'est normal de penser comme ça, je doute tout le temps. Tu gardes des séquelles finalement de cette vie d'avant. Mais j'en garde plein sur tous les niveaux. Bah, sur le niveau de la sexualité, j'ai pas une sexualité d'une femme de 43 ans, bientôt 43 ans, qui prend du plaisir, quoi. Je sais pas ce que c'est. Parce que faut savoir que la sexualité avec Raël, c'est une sexualité qui est tournée pour lui. Mais ouais, et puis j'ai des séquelles dans le sens où je peux pas croiser des chiens, par exemple, parce que Raël était zoophile, mais on rentrera pas dans les détails. Mais voilà, je trouve un chien dans la rue, je change de trottoir, je prends le bras d'Eric ou je m'arrête. Ça, c'est encore très... j'essaye de pas le montrer, mais en moi, c'est pas facile. Quel regard tu portes aujourd'hui sur Raël, si tu étais amené à le croiser, par exemple? Si je pense que encore aujourd'hui, je l'assume, je serais tétanisée, je pense. Je pense que je serais tétanisée, mais j'essaierai de pas le montrer, en tout cas. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je pense que le fait de croire en quelque chose comme ça, je pense qu'il finit par le croire, il y a une espèce d'un truc de folie, quoi. Et je sais même pas si je lui donnerais le temps que j'ai à lui dire quelque chose. Je ne perdrai pas mon temps. Ouais. Merci beaucoup, Lydia, en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. On est à la fin de cette interview. Merci de l'avoir regardé et surtout un grand merci à Lydia Adjara pour son courage et la puissance de son témoignage. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette interview, mais aussi à me dire s'il y a des personnes que vous aimeriez que je reçoive dans ce format. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Vie extraordinaire sur Brut. On est bon? On est bon. Ça va, Lydia? Ouais, je suis fatiguée là. Je comprends. Ça va, ça a été? Très bien, merci. Ouais. Infiniment.